Alors bonjour, Monsieur Mangou. Bonjour, Monsieur le procureur. Juste pour revenir, j'aurais une question de précision. On s'est laissé hier sur cette discussion que vous avez eue avec le ministre de la Défense, donc je comprends le ministre Dougou, qui contacte le président sur la question de déclarer à Bobo zone de guerre. Alors je me réfère au transcrit d'hier en français à la page 102. Alors la question de précision que j'aurais est la suivante. À quelle date a lieu cette rencontre avec le ministre Dougou? Alors, la rencontre avec le ministre Alain Dougou a eu lieu le 23 février 2011, donc à la veille de la deuxième offensive. Effectivement, par rapport à ce que vous dites, lorsque j'ai pris connaissance du transcrit, c'était marqué que j'en avais discuté avec le colonel Sako le 12 décembre. Non, ce n'était pas cette date. Qu'est-ce que vous voulez dire quand j'ai regardé le transcrit? C'était marqué le 12 décembre. décembre. Effectivement, avant de venir ici, on m'a fait prendre connaissance des différentes déclarations que j'ai faites. D'accord. Voilà. Donc, sur la date, c'était marqué 12 décembre, que j'aurais discuté de ça avec Sako. Effectivement, avec Sako, en aparté, nous en avons parlé, mais c'était entre nous. Mais avec le ministre Alain Dougou, c'était à la veille de la deuxième offensive. La deuxième offensive elle-même s'est en fait le 24 février. C'était la veille que je suis allé le voir. Et pour qu'on clarifie immédiatement, parce que c'est un sujet dont on va traiter aujourd'hui, pour vous, la première offensive débute à quel moment? À quelle date? Alors, la première offensive part du 22. Elle commence donc, nous avons considéré que les opérations à Bobo devaient être prises en compte par l'armée à partir du 22. Donc, le 23, nous avons amorcé, 23 février 2011, nous avons amorcé la première offensive. I'm sorry, Your Honors, I'm not sure I got... Désolé, Monsieur le Président, mais je ne suis pas certain d'avoir compris. Moi, on va essayer de... Parce qu'on a la chance de parler tous les deux en français en ce moment, on va essayer de faire une pause entre questions et réponses pour éviter un chevauchement. Parce que sinon, la Chambre ne peut pas suivre. D'accord. Alors, je veux juste... donc, pour vous, encore une fois, ma question est la suivante. Parce que vous avez utilisé tout à l'heure le terme deuxième offensive, première offensive. Alors, commençons avec la première offensive. À quelle date débute-t-elle? Parce que vous venez de dire, je comprends, je répète, vous venez de dire fin février, mais je veux être certain qu'on se comprenne bien. Donc, la première offensive commence le 22 février. La deuxième offensive commence à quelle date? La deuxième offensive commence le 25 février, à l'issue de la rencontre que nous avons eue avec le président Laurent Gbagbo le 24 février. Et cette rencontre du 24 février que vous avez eue avec le président, elle a lieu à quel endroit? Cette rencontre a eu lieu au palais de la présidence de la République, où nous avons
déployer une carte de la zone pour faire le point de situation au président de la République. Vous rappelez-vous qui était présent à cette réunion? Oui, était présent à cette réunion le chef d'état-major des armées, le général Deto Leto, commandant des troupes, le général Aka Kodjo Mark, des forces aériennes, l'amiral Vagba de la Marine nationale, le général Kassarati de la Gendarmerie nationale, le général Brendou Mbia de la police nationale, le général Touvoli Bizobo, chef d'état-major particulier du président de la République, le général Dobo Blé, commandant de la garde républicaine et commandant militaire du palais. Il y avait également d'autres officiers, le colonel-major Aoma, chef donc de la sécurité présidentielle, et l'aide de camp du président de la République, le commandant Doua. Il y avait également les deux ministres, le ministre de la Défense, M. Alain Degou, le ministre de l'Intérieur, M. Émile Guirielou. Bon, vous ne l'avez pas nommé, mais c'est sous-entendu. Je comprends que M. Gbagbo, évidemment, était là, le président. Oui. Et y avait-il d'autres autorités civiles, outre le ministre, les deux ministres que vous avez précisés? Non, il n'y avait plus d'autres autorités civiles. Pourriez-vous nous indiquer cette rencontre a eu lieu vers quelle heure, s'il vous plaît? Cette rencontre a débuté à 16h30 et elle a pris fin aux environs de 18h, 18h30. En soirée, plus tard en soirée, êtes-vous allé à la résidence présidentielle? Je ne me rappelle pas. Non, je ne me rappelle pas. Alors, M. Mangou, nous reviendrons au contenu de cette rencontre, mais j'aimerais poursuivre un peu dans la même veine, donc chronologie jusqu'au 11 avril. Nous savons, et vous en avez fait référence hier, indirectement, vous avez mentionné hier, et je réfère au transcrit français toujours d'hier, donc RT, page 31. Je cite à la page 16. Durant la crise post-électorale, j'ai rencontré le 11 mars 2011, aux environs de 16h30, 17h par là, le président de la République au petit palais de la présidence de la République. Alors, pourriez-vous nous expliquer les circonstances qui vous ont mené à rencontrer le président à cette date? Merci. Effectivement, le 11 mars 2011, aux environs de 16h30, j'étais donc à l'état-major des armées lorsque le président de la République, par voie téléphonique, m'a demandé de venir le voir. Et quand je suis arrivé, le président m'a dit ceci. Mon général, il me tutoie habituellement, tu es avec Blé Goudé
mon homme de confiance, je vais te poser une question. Donne-moi la réponse. Ensuite, tu iras attendre à l'état-major. Je m'entretiendrai avec Blé Goudé. À l'issue de notre entretien, il viendra te voir. Et venez me voir ensuite, après avoir donc harmonisé vos vues. Et le président de la République de me dire, la communauté internationale vient de me lâcher. Les présidents angolais et sud-africains me demandent de démissionner. Qu'est-ce que tu en penses? Aussitôt, je saute sur l'occasion, je lui dis, Monsieur le Président, démissionnez. Démissionnez pour faire honneur à ces deux présidents. Si vous pensez réellement que vous avez gagné les élections et que la communauté internationale vous fait des difficultés, vous verrez qu'au bout de 5 ans, quand vous allez revenir, ça va être un plébiscite. Monsieur le Président, il y a déjà trop de morts. En plus, vous avez passé des commandes de munitions et d'armes. Depuis plus de 8 mois, nous ne les avons pas reçues. Donc, je vous demande de démissionner. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous voyez le combat que nous avons, mais avant de démissionner, allez-y voir votre frère Alassane Ouattara, discutez avec lui des modalités de votre départ, et nous qui sommes avec vous, Monsieur le Président, ne nous oubliez pas parce que nous sommes nombreux. Et le président lui-même de reprendre, ah oui, vous êtes nombreux. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, ça va vous grandir. Et j'ai continué pour lui dire, Monsieur le Président, vous voyez le combat que nous avons mené de 2002 jusqu'à l'organisation du premier tour des élections, et la situation que nous vivons ne sont pas pareilles. Vous voyez, en 2002, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, tous les Ivoiriens s'y sont mis. Ils ont battu le pavé. Nous étions sur la ligne de front. Nous avons donc harmonisé nos efforts pour arriver au premier tour des élections, tant enviées par la communauté nationale et la communauté internationale. Mais là, dans la situation présente, vous êtes 2 enfants du pays qui êtes allés aux élections. Et nous, les militaires, nous avons voté. Nous, les militaires, nous avons voté. Et moi, en tant que chef d'état-major des armées, je ne peux pas demander à ceux qui ont voté pour le président Alassane Ouattara de se battre pour vous maintenir au pouvoir. Et l'exemple que j'ai pris pour encourager le président à démissionner, puisqu'il est chrétien comme moi, c'est l'exemple des 2 femmes dans la Bible qui réclamaient le même bébé et qui sont allées voir le roi, je crois Salomon, le roi Salomon, pour régler son problème. Et quand j'ai fini, il m'a dit, « Ok, j'ai compris, n'en parle à personne. » Je suis donc allé à l'état-major et effectivement, à 19h30, je parle devant la cour, mais je parle aussi devant mon Seigneur, à 19h30, Blé Goudé est arrivé. Blé Goudé et moi, nous avons l'habitude de nous appeler frères. Et quand il est arrivé, j'ai dit, ben, frère, on était assis dans le canapé de mon bureau. Je me rappelle encore sa position. J'étais du côté gauche, il était assis du côté droit. De quoi as-tu parlé avec le président? Il m'a donné le sujet, c'était la démission du président. J'ai dit, OK.
quelle est ta réponse? Blé Guido m'a dit, il faut qu'il démissionne. J'ai dit, d'accord. Et puis tous deux, nous sommes assis et on a commencé à plaisanter un peu. Et c'est Blé Goudier qui dira, ah frère, en tout cas, si nos frères qui sont au nord arrivent, même si nous levons le drapeau, ça va être dur pour nous, parce qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions. S'ils sont gentils, ils nous mettront en prison. Mais s'ils ne sont pas gentils, ah, nous allons tous passer. J'ai dit, ah oui, ça c'est vrai, on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions. Bon, allons-y voir le président. Et c'est là que Blé Goudier va me dire, non, comme tu es le chef d'état-major des armées, va le voir. Déjà à ce niveau, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'en est pas. Mais quand je me suis rendu chez moi à domicile, j'ai raconté un peu l'histoire à mon épouse qui m'a dit, non, mais il faut aller voir le président. J'ai appelé le président. Et il m'a dit, OK, passe me voir aux environs de 23h30. Donc, à 23h30, je me suis rendu chez le président. Je l'ai trouvé, il avait sa table de travail, et il y a un petit bureau tout rond, il était assis tout seul, et je me suis mis en face de lui. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, Blé Goudier est venu me voir, donc nous sommes d'accord, et nous vous encourageons à démissionner. Il m'a dit, OK, n'en parle à personne. 4 jours plus tard, là aussi je voudrais apporter un rectificatif. J'ai dû certainement me tromper sur la date de l'attaque de ma résidence, mais quand j'ai retrouvé un journal qui a relaté les faits, c'était bien le 14 mars. Donc je voudrais m'excuser. Je lève le bras, juste de vous interrompre. On va rétablir la date, vous allez voir. On va y arriver. Alors, n'ayez crainte sur les dates. Procédons plutôt au contenu des faits. Donc, okay, go ahead, please. Thank you. Merci. Le président, allez-y. 4 jours plus tard, soit le 14 mars 2011, à 06h30, j'étais en train de prendre ma douche en vue de me rendre au travail quand mon épouse est venue me dire que nous sommes attaqués. Je lui ai dit, ah non, mais ce sont nos éléments, parce que ma résidence n'est pas trop loin de la Maka. Ce sont nos éléments qui sont à la Maka qui certainement effectuent des tirs. Elle me dit non, que les tirs se rapprochent de la maison. Donc, je prends ma serviette, je la noue autour de ma taille. Je prends le walkie-talkie, parce qu'entre mes éléments et moi, on avait un walkie-talkie. Et j'appelle mes éléments de garde qui confirment que nous sommes attaqués. Il faut noter que la veille de l'attaque, il y a un jeune qui était passé leur dire, mais Mangou, lui, il veut que Gbagbo parte. Il sait pas, c'est lui-même qui va partir entre les 4 bois. Donc ceux qui m'attaquaient portaient des bandeaux rouges, ils étaient en taxi et c'était des attaques, des tirs à l'arme, à la Kalash, au RPG. Ils nous tirent dessus. Ma maison est tout juste à côté de la forêt du Banco. Ils entrent dans la forêt, ils ressortent en masse. Moi, j'avais mon poste. Eux, ils étaient sur le terrain, ils se battaient. En fonction des renseignements qu'ils me donnaient, j'étais devenu moi-même le chef des opérations chez moi à la maison. Nous avons enfermé les enfants dans la chambre. Mon épouse était sur le lit, mais je découvrais une épouse. Je voyais ma femme dans toute sa splendeur, calme, à genoux sur le lit, avec la Bible entre les mains en train de prier. Et le SECOS qui avait appris que ma résidence était attaquée a dépêché un véhicule. Malheureusement, en arrivant,
il y a un élément du SECOS qui a été tué. C'est pour lui que je m'émeus, parce que venir à Bon Secours, je ne le connaissais pas. Je n'ai même pas pu assister à ses funérailles. Je n'ai même pas pu passer saluer sa famille. Et chaque fois que je vois que ce fait, ça me fait vraiment très mal. Donc, jusqu'à 12h30, la résidence a été attaquée. À 12h30, après que les tirs aient cessé, j'ai reçu la visite de Conan, le Com-Théâtre, qui, ayant pris les événements, s'est déplacé de Yamsoko jusqu'à Abidjan pour m'apporter son soutien. J'ai ensuite reçu 2 journalistes, M. Crasso et M. Sivori, je crois qu'à l'époque, ils étaient du journal La Voix, qui sont venus pour l'interview. J'ai gardé mon calme pour dire, j'ai minimisé l'attaque, pour dire que j'étais là et que j'étais prêt à reprendre ma mission. Je suis allé ensuite au travail parce que ce jour, on n'a pas préparé. Je suis allé au travail et puis, le soir venu, j'ai dit, il faut que j'aille rendre compte au président de la République de ce qui est arrivé à ma famille. Donc, le soir, je vais, je dis, monsieur le président, ma résidence a été attaquée. Même pas un seul mot de compassion de mon chef. Il n'a même pas demandé des nouvelles de sa fille, celui qu'il appelait habituellement sa fille, Madame Mangou, ni de ses petits-enfants, pour voir s'ils ont été blessés ou bien s'ils se portaient bien. Le président m'a tout simplement dit, j'ai ma petite idée dessus. Je n'ai pas eu le courage de lui demander, mais quelle idée il avait. Je suis ressorti. Et puis, le lendemain, je suis allé au travail et l'amiral Baba est venu me voir. Donc, nous étions encore en train de parler du problème des munitions, des armes que nous n'avons pas. Et je lui ai dit, amiral, j'ai eu une discussion avec le président. Il m'a demandé de ne pas en parler à qui que ce soit. Mais toi, compte tenu de tes relations, et puisque tu m'es aussi proche, je vais te dire ce dont j'ai discuté avec le président. Le président m'a dit qu'il a été lâché par la communauté internationale. Il demandait mon avis. Je l'ai encouragé à démissionner. Et l'amiral rit. Il rit, il me dit, mais tu crois qu'il va démissionner? C'est pour voir si tu es franc et loyal. Je venais de comprendre que c'était un test. Et à mon niveau, j'ai fait une analyse, Je me suis dit, mais ça ne peut qu'être vrai. Parce que s'il prenait ça au sérieux, il m'aurait reçu en même temps que Bégoudé. Donc, il a discuté avec moi, parce que déjà, dans le mois de février, le ministre Alain Dogrou, allant à une réunion, la première dame, tous les soirs, à partir de 19h30, avait une réunion au palais de la présidence. Et allant à cette réunion, le ministre Alain Dogrou, très emmerdé par le manque d'armes et le manque de munitions, m'a dit, mais mon général, là, je vais à la réunion. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, mais monsieur le ministre, demandez au président Laurent Gbagbo de démissionner. Et ce même ministre, quand j'ai vu sortir le président le 11 avril, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, monsieur le ministre, c'est cette image, vous voulez qu'on montre à la communauté nationale et internationale? Il m'a tout simplement dit, mon général, ce que vous m'avez demandé d'aller dire là, je suis allé le dire au niveau du FPI. Ils m'ont mis en quarantaine
je n'ai pas eu le courage de vous le dire. Donc je reviens un peu sur l'histoire pour dire que le président aurait pu me recevoir avec Blé Goudé, mais donc informé de ce que je voulais qu'il démissionne, ils ont effectivement voulu savoir si j'étais franc et loyal. Et la venue de Blé Goudé à l'état-major, c'était un peu pour me donner le baiser de la mort, s'assurer par lui-même qu'effectivement, j'avais conseillé au président de démissionner. Donc voici, pour ce qui est de la rencontre du 11 mars 2011 à 16h30. If you allow me a few seconds. Monsieur le Président, je voudrais juste marquer une pause pour permettre aux interprètes de reprendre leur souffle. La réponse a été un peu longue. Donc, vous l'avez mentionné hier, le panel des chefs d'État annonce sa décision de soutenir M. Ouattara comme président ou de reconnaître M. Ouattara comme président. Et c'est le lendemain que vous avez eu cette discussion avec le président et M. Blé Goudé. Le panel des chefs d'État était encore en Éthiopie, puisque leur réunion a commencé le 10. Certainement, puisqu'il parlait des présidents angolais et sud-africains, les présidents angolais et sud-africains, certainement qui étaient là-bas, ont dû savoir ce qui allait se dire. Donc ils l'ont appelé pour lui demander de démissionner. Mais sinon, le panel était encore en Éthiopie. Que dit-on à ce moment-là, suite à la décision du panel sur la RTI, par rapport aussi à la discussion que vous avez eue avec M. Gbagbo, où vous lui suggérez de démissionner? Et là, je n'ai pas compris la question. Sur la RTI, vous avez dit? Effectivement, ma question n'est peut-être pas très claire car j'évite toute suggestion. A-t-il été question de la démission de M. Gbagbo sur la RTI? Alors, effectivement, après avoir eu la conversation avec le président de la République, après même l'attaque de ma résidence, tous les soirs à la télévision, il y avait une bande déroulante qui passait, qui disait « Le chef de l'État va s'adresser à la nation. Le chef de l'État va s'adresser à la nation. » Moi, quand j'ai vu ça, j'étais content parce que j'ai dit à mon épouse « Bon, mais ça y est, il va faire enfin sa déclaration. » Malheureusement, il n'y a pas eu de déclaration. Très bien. J'aimerais maintenant continuer et nous rendre à la fin mars. Avez-vous quitté votre poste comme chef d'état-major? Oui. Je suis parti de la résidence le 30 mars avec toute ma famille aux environs de 22h30.
Où êtes-vous allé? Quand je suis sorti de ma résidence, vous comprenez, après ce qui vient de passer, que j'avais compris que j'étais entre deux feux. Mon camp, mon propre camp qui me rejetait, qui pensait que j'étais en train de trahir, et les autres frères qui devaient arriver. Donc, j'avais une seconde résidence à Cocody, et c'est mon épouse qui m'a dit non, il faut qu'on aille dans une ambassade. Et je crois qu'elle a bien fait. Elle a bien fait. C'est pour cela que dans les moments de doute et les moments terribles, c'est quand même bien d'écouter son épouse. Parce que je serais resté dans cette résidence secondaire. Aujourd'hui, on allait dire, mais Mangou a continué à commander ses troupes. C'est lui qui donnait les instructions. Or, en ambassade, quand je suis rentré, on m'a retiré mes portables, on a pris mon arme, on a pris mes munitions et j'étais coupé de toute conversation. Donc, j'étais à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Combien de temps êtes-vous resté à l'ambassade? Alors, je suis resté à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Nous sommes rentrés le 30. Le 30, quand je suis rentré, puisqu'on était arrivé à 22 heures, Madame l'ambassadeur nous a reçus. Et c'est le lendemain qu'elle est venue un peu aux nouvelles pour savoir l'objet de notre visite. Et quand je lui ai donné l'objet de notre visite, elle a dit « Ok, il faut qu'elle rende compte à son gouvernement ». Je lui ai dit « Je n'y vois aucun inconvénient ». Donc, dans la note verbale qu'elle a faite, elle a tenu informé le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, l'ONU, l'UA, son gouvernement et la BBC. Et c'est la BBC qui a relayé l'information et tous les organes de presse ont été informés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Madame l'ambassadeur que je souhaitais faire une demande pour partir en exil. Elle a dit, bon, mais ça, c'est encore une autre procédure. Il faut qu'elle engage cette procédure pour voir si son gouvernement est d'accord. Donc, le 30, le 1er, le 2 avril, le 3 avril, Madame l'ambassadeur, le matin, avant midi, nous annonce que l'exil est accepté. Donc, on fait tous nos bagages, toutes nos affaires. On change la plaque d'immatriculation de mon véhicule avec lequel je suis allé. On met une plaque CD et on attendait de partir parce qu'elle était en communication avec les commandants des forces impartiales pour voir quand est-ce que l'intensité des combats allait diminuer. Il y avait même un avion militaire sud-africain qui était déjà arrivé au Ghana et qui attendait d'atterrir à Abidjan parce que le personnel de l'ambassade devait partir en même temps que nous. Et dans l'après-midi, Madame l'ambassadeur me dit que le président Alassane Ouattara veut me parler. J'étais un peu surpris. J'ai dit, moi, elle a dit oui. Elle dit, est-ce que vous voulez prendre le président? J'ai dit, mais vous dites que le président veut me parler, pourquoi voulez-vous que je refuse? Et c'est ainsi qu'elle a mis le haut-parleur et autour du téléphone, il y avait
Madame l'ambassadeur, mon épouse et moi. Et quand le président a appris, il a dit, mon général et cher frère, bonjour, comment vous allez? Et j'ai dit, je vais bien, monsieur le président. Et madame Mangou, ma sœur, comment va-t-elle? Je lui ai dit, elle va bien, monsieur le président. Et le président Alassane me dit ceci, mon général, je sais que vous êtes écouté par vos hommes. Il y a trop de morts. Ce n'est pas ce que je veux. Je vous demande de venir sur le plateau de TCI pour demander un cessez-le-feu. Alors je lui dis, Monsieur le Président, je veux bien demander le cessez-le-feu. Mais vous savez qu'actuellement, je ne commande rien. Et même si je sors de l'ambassade, je risque de mettre ma vie en danger et même celle de ma famille. Et le président Alassane fait ça. Bon. Et je lui dis, Monsieur le Président, je vous propose qu'on le fasse sur le plateau de la RTI avec les 4 commandants des forces. Le général Palassé, commandant les forces Licorne, le général Bakayoko, commandant les forces armées des forces républicaines de Côte d'Ivoire, moi-même et le général Berena, commandant l'ONUCI. Et le président m'a dit, OK, faites-le, je vous serai très reconnaissant. Voici donc la conversation que j'ai eue avec le président Alassane. À la suite de cette conversation, mon épouse et moi, nous nous retirons. Et mon épouse me dit, mais est-ce que ça vaut la peine qu'on aille en exil? J'ai dit, mais comment ça? Nos affaires sont prêtes. On doit partir. Pourquoi me poses-tu cette question? Elle me dit, mais si on va, où les enfants iront à l'école, comment est-ce que nous serons là-bas? Où nous serons? Comment nous allons manger? Et puis, tu viens de dire au président Alassane que tu vas demander le cessez-le-feu. Donc, demande le cessez-le-feu et puis après, on verra. Mais il ne faut pas qu'on parte. Donc, on a discuté. Et puis, bon, elle a réussi à me convaincre. Et je suis reparti vers Madame l'ambassadeur. Et je lui ai dit, bon, Madame, je crois que nous allons renoncer à partir en exil. Nous allons rester. Et c'est là qu'elle va me dire, ah non, mais mon général, je ne peux pas vous laisser sortir. Vous savez que mon gouvernement est informé. S'il vous arrive quelque chose, je suis responsable. Donc elle a voulu un peu m'effrayer. Elle me dit, mais est-ce que vous savez que la France a renforcé son dispositif? J'ai dit oui, mais je le sais, en situation de crise, on renforce. Mais toutes les chancelleries ont été informées qu'ils vont bombarder le palais. Même s'il faut tuer le président Gbagbo, ils vont le faire, mais dans tous les cas, ils ont décidé d'en finir avec lui. J'ai dit oui, monsieur, madame l'ambassadeur, je le sais. Je le sais, je suis militaire, mais qu'en plus, je suis chrétien. S'il m'arrive quelque chose, ça ne sera pas de votre responsabilité. J'en prends l'entière responsabilité, mais nous voulons sortir. Et de guerre lasse, elle a fait une décharge et elle m'a demandé de signer. Donc, j'ai signé la décharge et j'ai demandé au capitaine de vaisseau major de passer nous chercher. Donc, nous sommes sortis de là le 3 avril 2011 aux environs de 16h, 16h30.
Donc, vous avez pris contact avec le général Vagba? Non. Pas avec le général Vagba, avec le général Konan, le capitaine de vaisseau-major Konan. Mais je voudrais vous rappeler un point, c'est que je suis rentré le 30 et le 31, je ne sais pas si ça fait 30 jours, bon, le lendemain en tout cas, j'ai demandé l'autorisation à Madame l'ambassadeur de me permettre d'appeler le président Gbagbo pour une fois de plus insister pour qu'il démissionne. Donc, elle m'a autorisé à appeler le président Gbagbo. J'ai eu le président Gbagbo, certainement qu'il était avec des visiteurs. Il m'a dit, mais tu es où? J'ai dit, monsieur le président, je suis à l'ambassade d'Afrique du Sud. Il dit, bon, je t'envoie quelqu'un. Et effectivement, il a fait venir son chef de cabinet, M. Kouyo Narcisse, accompagné de 4 gendarmes. Moi, j'étais assis, je les voyais par la fenêtre. Et quand Madame l'ambassadeur a vu ça, elle a refusé que M. Kouyo entre avec les gendarmes. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez me permettre d'appeler pour savoir la raison de sa venue? Donc, elle m'a dit, oui, je peux appeler. Et j'appelle. Et M. Kouyo me dit, le président du devenir. J'ai dit, bon, si c'est ça, c'est même pas la peine. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc, le commandant Conan Boniface vient vous chercher le 3. Y a-t-il des arrangements particuliers qui sont faits à ce moment-là pour assurer votre sécurité? J'avoue que dans le feu de l'action, on n'y pense pas trop. C'est avec beaucoup de recul que j'ai vu que j'ai failli, je pouvais mettre un terme à ma vie en procédant ainsi. Mais j'avais confiance en Konan parce que Konan, quand j'étais le commandant du théâtre des opérations, on a travaillé. C'est un petit frère à moi. Sa maman nous a reçus dans son village pour me... Donc, vous aviez confiance, je m'excuse d'interrompre juste pour avancer, vous aviez confiance en M. Boniface? J'ai confiance en Konan. Pardon. Et... Monsieur le Président. Président. Oui, dites-moi. Maître Bougnon, qu'en est-il? Le procureur ne peut pas choisir d'interrompre le témoin quand certaines choses n'arrangent pas. Le président, non. Le procureur peut choisir d'interrompre le témoin s'il souhaite poser une autre question, mais moi je pense que le témoin parle en toute liberté, il dit ce qu'il a envie de nous dire. Je pense que ce témoin est absolument capable de tout relater et je l'invite justement à tout nous relater et à apporter des précisions, s'il souhaite apporter des précisions par rapport à ce qu'il dit. Donc, non. Nous ne sommes pas face à un témoin qui peut être interrompu par le procureur, je pense, s'il veut dire quelque chose. Monsieur le Président, j'insiste parce que c'est une remarque que j'ai faite plusieurs fois. Je ne vais pas revenir parce que le témoin est là. Hier, par exemple, il disait quelque chose d'assez intéressant sur les transmissions. Il a été interrompu. Ce n'est pas la première fois que je fais la remarque parce que c'est vrai que c'est un témoin de qualité, si on veut le dire. Mais, Monsieur le Président, j'ai remarqué que chaque fois qu'il dit des choses, on l'interrompt et on choisit de l'interrompre. Le Président, non, je ne pense pas que vous ayez raison. Je pense que vous avez tort. Je pense que le témoin dit ce qu'il souhaite dire et une fois de plus, j'invite le témoin à dire ce qu'il souhaite nous dire et je redonne la parole au bureau du procureur. Nous sommes tous conscients de l'importance du témoin, maître Bougnon, et nous savons
que le témoin nous dise ce qui, pour lui, est important. Voilà, monsieur le procureur, je vous redonne la parole. Monsieur McDonald, merci, monsieur le président. Donc, on vient vous chercher. Que faites-vous? Où allez-vous? Alors, Kona vient me chercher. La première des choses, je dépose mon épouse et mes enfants à la résidence du grand médiateur Mathieu Ekra. La raison est toute simple, parce que l'épouse du grand médiateur, c'est la marraine de mon épouse. Donc, je la dépose là-bas avec les enfants. Et moi-même, je vais à ma résidence officielle à Cocody, qui venait d'être pillée. Ça tirait de partout. Et, ironie du sort, j'ai été accueilli là par mon porte-parole qui m'a dit « Mon général, faites très attention parce qu'il y a des tireurs. Il y a des tireurs sur les toits, donc faites très attention. » Je voudrais tout simplement appeler l'attention de la Cour pour dire que c'est comme ça que mon porte-parole est décidé parce que lui-même a été pris à partie par un tireur d'élite. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, il faut que j'aille à la résidence du président Laurent Gbagbo, lui dire ce que j'ai entendu à l'ambassade et essayer encore de le convaincre de démissionner. Je prends donc mon véhicule et mes éléments de garde qui étaient là ont dit non, mon général, appelez Dogbo qui viennent dans un véhicule civil pour que vous y alliez. J'ai réfléchi et puis j'ai vu qu'ils avaient raison. Donc, on l'appelle, il vient, on embarque dans un véhicule civil et on part chez le président Laurent Gbagbo. Je ne réalisais pas encore le danger. Donc, on est parti. Et devant la résidence, il y avait des chars, il y avait des soldats, un peu en débraillé. Et on est rentré. Et c'est quand on est rentré dans la résidence que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Parce qu'il y avait du monde. Dans mon esprit, vu la situation qui prévalait, j'allais trouver le président Laurent Gbagbo pour pouvoir lui parler calmement. Mais il y avait du monde. Mais j'y étais. Je ne pouvais plus faire demi-tour. Donc, j'arrive, on me fait passer sous un portique de sécurité, on me fouille, et puis on me fait asseoir. Et je vois le chef de cabinet de M. Laurent Gbagbo qui a porté un gilet pare-balles. Son directeur de protocole, Aboubakar, qui a abordé un gilet pare-balles, qui va me narguer pour dire le général est devenu ambassadeur, l'ambassadeur est devenu militaire. Comme pour me dire, moi je suis général, je suis allé à l'ambassade, et lui, ambassadeur, il a un gilet pare-balles, donc il est devenu militaire. Mais il ne sait pas qu'on ne se moque pas des enfants de Dieu. Il ne sait pas qu'on ne se moque pas des enfants de Dieu. Parce que Dieu a fait qu'aujourd'hui, le général, effectivement, Dieu ayant inspiré le président Ouattara, est devenu ambassadeur. Et lui, tout ambassadeur qu'il était, aujourd'hui, il rêvait un peu une tenue de militaire. C'est lui qui, pour peu ou pour prou, dit non à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne se moque pas des enfants de Dieu. Donc j'attendais, et puis le président Gbagbo est sorti. Et quand il est venu, je suis allé vers lui, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Ah, mais tu étais où ?»
J'ai dit à le président, je sors de l'ambassade. Mais j'avoue qu'ils étaient confiants parce qu'il y avait une attaque sur le palais qui a été repoussée, donc ils étaient confiants. Et compte tenu de l'ambiance, je n'ai pas eu le courage de dire au président Gbagbo ce que j'avais entendu et ce pour lequel je me suis déplacé à sa résidence. Parce que je me suis dit, mais pour avoir simplement proposé, le président a démissionné, on a voulu me tuer. À un moment où ils sont confiants, venu lui dire, président, voici ce que j'ai entendu, mais je ne sais pas comment je vais sortir. Donc à lui, je ne lui ai rien dit du tout. Par contre, quand il m'a vu, il a dit, bon, appelez les officiers, appelez les officiers. Donc, Kouna est arrivé, Gouanou est arrivé, tous les officiers qui se battaient sont arrivés, et séance tenante, on a eu une réunion. On a eu une réunion où le président a dit, bon, reprenez le combat. Mangou, le général est là, allez-y, reprenez le combat. Et à la fin de la séance, Dieu, sachant faire les choses, il m'a appelé dans un coin, il m'a dit, on était déjà le dimanche 3, il m'a dit, mon général, je vous reçois le lundi. Quand je suis sorti, il y a une journaliste de la radio Côte d'Ivoire qui est venue vers moi et j'ai vu le monde, tout ce qui était dans la cour, venir. Donc tout le monde s'est attroupé. Je ne me suis pas laissé prendre, hein. Donc j'ai fait une déclaration. J'ai dit, elle m'a demandé si j'étais venu pour reprendre le combat. J'ai dit oui. Nous sommes venus pour reprendre le combat où nous l'avons laissé. Et M. Cadet Bertin, qui était là, m'a dit, mon général, bon, allez-y, allez-y, on vous envoie la... On vous envoie la presse, faites une déclaration. Donc, j'embarque dans le véhicule, on ressort, j'arrive à ma résidence, la presse est là, entourée des officiers, Kouna, Vagba, Dobo et autres. Je fais effectivement la déclaration. Je fustige même le comportement de ceux qui sont au Golfe. Je fustige le comportement de nos frères qui y sont. Donc, ils étaient vraiment rassurés que j'ai fait la bonne déclaration. Et quand on a fini, ma chance, c'est que le service presse qui est arrivé, c'était le service presse des armées conduit par le colonel Abina. Donc après ça, j'ai appelé Abina de côté pour lui dire, mon colonel, je t'en prie, ne fais pas passer cette déclaration. Ne fais pas passer cette déclaration. Dieu, sachant faire les choses, Abina a suivi mes instructions et cette déclaration n'est jamais passée à la RTI. Après, on va continuer dans le après, mais revenons en arrière. Et pour ce faire, Monsieur le Président, j'aimerais appeler une vidéo CIV OTP 0047 0817. Nous allons la projeter du début jusqu'à la minute 3:06. Il y a également un transcrit CIV OTP 0049 2838.
Il s'agira des lignes 1 à 57. La date, si on veut, ressortira des paroles qui sont prononcées. Alors, je veux juste m'assurer que la coordination entre la traduction pour les interprètes transcrits, tout est beau, tout est bien. Vous avez bien, ils ont le transcrit en question? The top binder, the number. Le président, mais quel est l'intercalaire dans votre classeur? Quel est l'intercalaire? La greffière d'audience 260. Et vous avez donc la main au niveau du canal évidence 2. Alors, regardez les images, la vidéo, et je reviendrai avec des questions. Je vous remercie. La greffière d'audience. L'intercalaire est 260. Donc, numéro 0047 08 17. Et l'intercalaire, c'est l'intercalaire numéro 260, que les interprètes n'ont pas. L'intercalaire 260 ne figure pas dans le classeur qui a été remis aux interprètes. Top 260 doesn't exist. Le président, l'intercalaire 260 n'existe pas. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi nous avons toujours ce problème avec les transcriptions. Please, court usher, could you? Le président, Madame l'huissière. We are bringing now a hard copy. Le président, une copie papier va être transmise aux interprètes, apportée aux interprètes. I'll do that. Your Honors. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, nous avons un souci technique au-delà du problème de la transcription. Il n'y a pas de son qui émane de notre système depuis notre pupitre. La vidéo fonctionnait bien ce matin. À titre subsidiaire, nous pourrons procéder de la manière suivante. Si Madame le greffier peut diffuser la même vidéo depuis le début, nous en serions reconnaissants. Et je vous demanderai à quel moment vous arrêtez. Je crois que ça s'arrête à la fin. Le juge président, à ce moment-là, donc le son proviendra de l'ordinateur du greffier. Monsieur McDonald, oui, tout à fait. Enfin, si cela est possible. Le président, oui, pas de problème. À mon avis, c'est possible. Le greffe sait qu'elle doit diffuser la vidéo jusqu'à 3 minutes 6, donc ça ne devrait pas être un problème.
donc dans leurs mains, annoncé réfugiés à Timestamp will be from the beginning of the video. Est-ce que nous diffusons depuis le début, dit la greffière d'audience? Si elle est frappée d'embargo, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire en ont donc dans leurs mains annoncé réfugiés à l'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, où en fuite le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, est bien à son poste. Hier nuit, il a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. Philippe Mangou était accompagné des généraux Édouard Thiapé Kassaraté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Doboblé, commandant de la garde républicaine, Vagba Fossigno, commandant de la marine nationale, du colonel-major Boniface Conan, commandant du théâtre des opérations, et du lieutenant-colonel Alphonse Gouanou. Que ceux qui pensaient que la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité était décapités se ravisent. L'armée reste toujours soudée autour du président de la République, le président Laurent Gbagbo, qui tient fermement la barre. Il suit heure après heure la résistance héroïque du peuple ivoirien et des forces de défense et de sécurité. Des forces de défense et de sécurité qui sont mobilisées pour la libération de la Côte d'Ivoire. Nous écoutons le lieutenant-colonel Alphonse Gouanou. Général de corps d'armée, Philippe, chef d'état-major des armées, pas besoin de solution. Laisse-toi là-bas, le corps avec Après la crise, je vais récupérer quoi? Attention, quand tu appelles Thank you. Monsieur MacDonald, merci. Sorry, I was... Monsieur MacDonald, pardon, je demandais simplement à mon collègue. Monsieur MacDonald n'a pas terminé sa phrase. Was everything Le président, est-ce que tout a été traduit? Tout ce qui a été diffusé a été traduit? in the video shown? Can you tell the Mr. Prosecutor? Can you tell us Le juge président, est-ce que vous pouvez nous indiquer la ligne? Cela a commencé à partir de la ligne 1 jusqu'à la ligne, Monsieur MacDonald, de la ligne 1 à 57. Alors on pourra ajouter peut-être ce passage plus tard. Le président, oui, est-ce que ça va maintenant? Oui, très bien. Veuillez poursuivre votre interrogatoire, monsieur. Monsieur MacDonald, je vous remercie. Reconnaissez-vous les images? Oui, S'agit-il de la même réunion à laquelle vous faisiez référence plus tôt? c'est bien ça. Très bien. Alors, je vous ai interrompu tout à l'heure. Vous rappelez-vous où vous étiez? On était à votre résidence. Vous avez demandé à ce que votre
déclaration ne soit pas projetée sur la RTI, que se passe-t-il par la suite? Donc, j'avais demandé que ma déclaration ne soit pas transmise à la RTI. Je suis resté un peu avec les officiers et aux environs de 20 heures, mon épouse m'a appelé pour me dire que le médiateur est malade. Donc, les gens savent que nous sommes sortis. Il ne faudra pas que les gens viennent à la maison. Ça va déranger la famille. Donc, de venir les chercher. Donc, je suis allé à la résidence prendre mon épouse. L'épouse du médiateur s'opposait parce qu'elle disait que moi, je suis militaire, que sa fille n'est pas militaire, avec les enfants, elle ne sait pas où nous allons, qu'elle veut bien les garder. Alors, je l'ai rassuré pour dire non, que j'ai une autre résidence, que nous allons partir là-bas. Donc, juste brièvement, si on peut clore ce sujet-là pour revenir à un point de détail, s'il vous plaît. Je peux continuer? Oui, juste peut-être aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Donc, je vais chercher mon épouse. Et puis, bon, ça tirait de partout, hein, avec des cadavres un peu partout, des barrages. Et on arrive au lieu dit. Je trouve les deux entrées obstruées. Les gens ont mis des briques de part et d'autre. Je prends une arme et mon aide de camp fait descendre, enlève les briques. On fait passer le véhicule, on remonte et j'entre à la résidence. Et c'est de là-bas, c'est à la résidence, que je suis resté sans sortir jusqu'au 9 avril, l'œuvre de Dieu. Le 9 avril. Alors, on se rendra au 9 avril. J'aimerais qu'on revienne à votre présence à la résidence dans la nuit du 3, 4. Vous dites qu'il y avait beaucoup de personnes. Quel type de personnes? Décrivez-nous ce que vous voyez. Et vous avez mentionné dans votre témoignage tout à l'heure qu'ils étaient dans la résidence. Est-ce qu'on parle de l'édifice lui-même ou on parle du terrain? Décrivez-nous, j'aimerais qu'on revienne là-dessus pour qu'on reprenne ce que vous avez vu. Ces personnes que j'ai vues vaguement étaient dans la cour. Il y avait du monde. J'avais même reconnu des ministres du président Laurent Gbagbo. Il y avait du monde. C'était dans la cour. C'était dans la cour. Comment étaient-ils habillés, les gens armés? Non, ceux qui étaient dans la cour n'étaient pas habillés. C'était des civils. À l'extérieur, qui gardait la résidence? Alors, à l'extérieur, on est passé très rapidement. Hein. J'ai vu seulement quelques militaires en tenue débraillée. Et puis, bon, on est rentré. Voilà, on est rentré. C'est quand, je crois, le général Kassarati venait qu'il l'a un peu chahuté. Sinon, puisque j'étais à Dogo, nous, on est passé, on est rentré. Voilà. Maintenant, c'est sur le chemin du retour. C'est sur le chemin du retour que j'ai vu 5 véhicules de transport de troupes banalisés, pleins. Je ne dirais même pas de soldats, de mercenaires. De mercenaires, je dis bien de mercenaires. Conduits par le commandant Seka Seka. Seka Seka. Parce que dans cette crise, je ne sais pas trop pourquoi, mais
J'ai été au devant de la crise pendant les 10 années de crise. Pendant les 10 années de crise, 3 ans sur le théâtre des opérations, en tant que commandant du théâtre des opérations, j'ai fait beaucoup de tournées. Je suis allé dans les plus petits hameaux où étaient nos hommes. Je les connais. Je les connais de visage, peut-être pas de nom. Je connais l'attitude de nos soldats. Même chef d'état-major, j'ai fait ces tournées et ce que je voyais, ce n'était pas nos soldats. Avec un accoutrement bizarre, des maillons de chaîne entrecroisés sur la poitrine, des tenues demi-saison, mi-treillis, mi-civil, commandées par CKCK, qui était l'aide de camp de la première dame, qui, en situation de paix, n'avait pas de troupes sous sa responsabilité et qui se retrouve avec des gens qui dépassaient même une compagnie plus. J'ai regardé, c'était des mercenaires, ce n'étaient pas des soldats ivoiriens. Était-il armé? Superbement armé. Superbement armé. À telle enseigne que moi-même, je me suis posé la question, j'ai dit, mais on a demandé des munitions. À chaque réunion, on demande au président Gbagbo les armes, les munitions. À une réunion, lui-même, il s'est énervé. Il a dit, mais je ne comprends pas, monsieur le ministre. Comment se fait-il que j'ai remis 5 milliards d'euros et puis que je n'ai rien reçu encore? À une séance, il a envoyé le ministre Cadet Bertin. On va revenir à cela, rassurez-vous, mais revenons à superbement armés. Décrivez-nous les armes qu'ils avaient à ce moment-là. Donc, ils étaient armés de Kalash, de RPG, ils avaient même des PA, mais ils étaient armés. C'est une enseigne que je me suis demandé, mais quand est-ce que les munitions sont arrivées? Parce que moi, chef d'état-major des armées, nous qui avons fait la demande de munitions, je n'ai reçu aucune munition jusqu'à la fin de la crise. Et c'est ça. Hier, vous m'avez posé la question, qui était un peu tendancieuse. Je vous apporte la réponse. Quand vous avez parlé d'Anonkwa-Kouté, vous avez dit, mais c'est un village ébrié. J'ai dit oui. Vous-même, vous êtes ébrié. J'ai dit oui. Et je sous-entendais, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas pu sauver des ébriés? Mais j'apporte la réponse parce que nous étions à court de munitions. Et j'espère que les gens d'Anonkwa-Kouté l'ont compris, parce que leur chef de village, lui-même commissaire de son État, était au poste opérationnel. Donc, il savait le problème de munitions. Si vous me donnez la parole, je vous ferai l'état de notre armée, les conditions dans lesquelles nous nous sommes battus pour qu'aujourd'hui, certaines personnes qui ne sont au fait de rien nous traitent de traîtres, nous traitent de peureux, alors que nous nous sommes battus réellement pour la République. Et je suis prêt, parce que venant ici, je sais que je suis un témoin à charge important, je me dois de dire la vérité à la communauté nationale, à la communauté internationale, sur tout ce qui s'est passé. Donc, toutes ces informations, je vous les donnerai. Vous aurez l'état réel de notre armée et vous verrez si, en ce moment-là, vraiment, on devait aller combattre.
que faites-vous si on revient ou on poursuit, si on veut, au mois d'avril? Donc, vous êtes chez vous tout ce temps-là. Que faites-vous à la résidence, à votre résidence? Alors, je suis avec la famille. J'ai demandé à tout le monde de couper le téléphone, de n'entrer en communication avec personne. Parce que nous savons ce qu'on peut obtenir avec le téléphone. Donc, on suivait de temps en temps les informations. Moi, j'avais mon téléphone ouvert, mais j'ai demandé à mes enfants, à mon épouse, de couper la communication, surtout aux enfants, de ne pas toucher au téléphone. Ils peuvent, comme ça, s'ils venaient à recevoir un coup de fil de leur ami, dire où nous sommes. Donc, ils ont coupé, mais moi, mon téléphone était allumé, mais je ne communiquais avec personne pour le moment. Tout à l'heure, vous avez mentionné avoir quitté, ou vous êtes resté à votre résidence, pardon, vous avez dit « je suis resté à la résidence jusqu'au 9 ». Alors, que se passe-t-il? Alors, le 9 matin, aux environs de 9h30, 10h, c'est le capitaine de vaisseau Conan qui m'appelle de toute urgence. Et il me dit, mon général, on a besoin de vous. On a besoin de votre expertise. Donc je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, l'étau se resserre sur le palais. Si vous ne faites rien, on risque de tuer le président Gbagbo. Alors je lui dis, mais vous qui vous battez là, vous faites quoi? Il me dit, non, nos hommes ont jeté leurs armes dans la lagune au niveau de Blocos. Moi, j'ai traversé, je suis de l'autre côté à Lokodjoro. Et je lui dis, mais l'expertise, c'est quoi? Il me dit, mon général, c'est pour demander le cessez-le-feu. Je dis, mais si c'est pour demander le cessez-le-feu, vous qui vous battez, vous pouvez demander le cessez-le-feu? Il me dit, non, mon général, comme vous avez eu l'habitude de travailler avec les commandants des forces impartiales, si vous demandez, ça va passer, mais si nous on demande, ils ne vont pas accepter. Du coup, voici encore l'œuvre de Dieu. Du coup, la promesse que j'ai faite au président Alassane de demander le cessez-le-feu m'est revenue. Et je saute sur l'occasion. Et la première personne que j'appelle, c'est le Premier ministre Soro Guillaume. Je lui dis, Monsieur le Premier ministre, nous demandons le cessez-le-feu et l'arrêt des combats. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème en général, on va arrêter les combats. La deuxième personne que j'appelle, M. Kadé Bertin. Je lui dis, Monsieur le ministre, nous allons demander le cessez-le-feu. Il dit, oui, d'accord, demandez le cessez-le-feu. Mais dans les discussions, faites en sorte que le président Gbagbo n'aille pas à l'extérieur, mais qu'il reste à Mama. Je lui ai dit, OK, dans les discussions, c'est ce que nous allons demander. La troisième personne que j'appelle, c'est Dogbo. J'ai dit, Dogbo, est-ce que tu veux d'un cessez-le-feu? Il me dit, oui, mon général, je veux d'un cessez-le-feu. Je lui ai dit, tu vois, nous sommes tous des militaires. Un combat, avant de l'engager, on fait l'étude des rapports de force. Quand c'est de 3 contre 3, on se bat. De 2 contre 3, on peut encore se battre. De 3 contre 1, en plus, quand ils ont la supériorité aérienne, on arrête le combat. Bon, d'accord, je vais demander le cessez-le-feu.
L'autre personne que j'ai appelée, c'est Aouma. Il me dit, oui, mais mon général, ce n'est même pas d'un cessez-le-feu qu'on a besoin. Les Blancs là n'ont qu'à venir, on va tout arrêter. Et je lui ai dit, non, on ne va pas procéder comme ça. On va demander le cessez-le-feu et dans les négociations, on va voir ce qu'on va demander pour le président Gbagbo. Et j'appelle enfin le général Palacé, commandant les forces Licorne, qui me dit, mais oui, mais bon, demandez au président de se rendre, on arrête le combat. J'ai dit, ok, mon général, c'est ce que nous allons faire. Et j'appelle maintenant le général Berena, commandant les forces de l'ONU. J'ai dit, mais général, nous sollicitons un cessez-le-feu et l'arrêt des combats. Et le général Berena qui me dit, mais quelles sont les conditions du cessez-le-feu? Je lui ai dit, mais mon général, je vous demande un cessez-le-feu et vous me demandez les conditions. Bon, écoutez, il y a 3 conditions. La première condition, protéger la population. La deuxième condition, protéger les éléments des forces de défense et de sécurité qui ne veulent pas se battre, mais qui sont pris à partie par les autres. La troisième condition, ouvrez des couloirs pour permettre à la population de se ravitailler. Le général me dit, bon, il est 11 heures. Et je ne sais trop pourquoi, Monsieur le Président, chaque fois que j'ai eu à faire ce compte rendu à quelqu'un, quand je regarde ma montre, il est toujours 11 heures. Et là, il est aussi 11 heures. Il est 11 heures. Le cessez-le-feu va intervenir à 11h30. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi 11h30? Il dit non, le temps de donner des instructions, là, on arrête le cessez-le-feu à 11h30. J'ai allumé la télévision. Effectivement, à 11h30, il n'y avait plus de tirs. Je regarde à la télévision, je vois les gens sont sortis, ils ont commencé même à se ravitailler. Et le premier coup de fil que je reçois vient de la présidence. C'est l'amiral Gbagbo qui m'appelle pour me dire, mais mon général, vous avez demandé la reddition de l'armée. Excusez-moi, monsieur le président, du mot que je vais utiliser. Je lui ai dit, tu m'emmerdes. Vous êtes dans le bunker avec le président. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne pouvez pas demander au président d'attendre 5 ans. Ou bien vous voulez qu'on vienne le tuer d'abord. Il m'a dit, bon, je rencontre au chef. J'ai pensé qu'il allait me passer le président. Il me passe le chef de cabinet du président de la République, M. Couillot. Et je répète la même chose à M. Couillot, qui m'a dit, OK, je vais rendre compte au chef. Et puis après, j'attends. Et Berena m'appelle, il me dit, bon, maintenant que le cessez-le-feu est intervenu, il faut que nous arrêtions 1 heure pour nous retrouver à Sebroko, au siège de l'ONU ici, pour discuter des modalités de tout ce qui se passe. Et pendant ce temps, le président reçoit des journalistes internationaux. Donc, il y avait une interview où il dit, bon, ce sont les militaires qui ont demandé le cessez-le-feu, mais est-ce qu'il a gagné les élections? Il faut que nous, les civils, on se retrouve. Et peu de temps après, je reçois le coup de fil du général Berena qui me dit, mais mon général, je ne comprends pas. Vous m'avez demandé un cessez-le-feu. On a arrêté le cessez-le-feu. On a même convenu de l'heure de la rencontre. Et on nous attaque encore. Donc le cessez-le-feu venait d'échouer. Et les bombardements ont repris le 10, le 11, on voit sortir le président encagoulé.
It's 11 o'clock. Le président, il est 11 heures. Donc il est 11 heures et comme d'habitude, nous allons faire notre pause d'une demi-heure et nous reviendrons à 11h30 pour le deuxième volet d'audience. Merci beaucoup, l'audience est levée.